Troisième et dernière partie de l'African Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Candide Okeke, directrice de cabinet du président national de l'APARECO, Patrick Boyo, juriste et enseignant, et de notre éditorialiste Malik Acher. Et tout de suite dans l'actualité économique, la Guinée a reçu une cargaison de 25 000 tonnes d'engrais. La livraison de ce premier car déchargé au port autonome de Conakry a été envoyée par l'office chérifien des phosphates. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du partenariat scellé par le Maroc et la Guinée en février dernier lors de la visite officielle du roi Mohamed VI. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. Avec ces cargaisons, la Guinée va multiplier par 4 la quantité d'engrais habituellement importée pour les campagnes agricoles. Celle de 2017 aura donc sa particularité, 75 000 tonnes supplémentaires d'engrais par rapport aux années précédentes. C'est le début d'une opération de livraison qui s'étendra jusqu'au mois de septembre 2017. Historiquement, la Guinée consommait entre 20 et 25 000 tonnes d'engrais par an. Donc là, on est à une consommation qui va plus que quadrupler. À travers cela, nous essayons de faire en sorte que les agriculteurs africains passent d'une agriculture traditionnelle de subsistance vers une agriculture durable, moderne et créatrice de valeur. C'est la première fois qu'une telle quantité d'engrais est importée en Guinée. Elle va contribuer à coup sûr à l'amélioration des rendements agricoles afin de permettre progressivement au pays d'atteindre son autosuffisance alimentaire dans les prochaines années. Les intrants qui sont mis à disposition aujourd'hui et qui le seront durant tout le processus de livraison, parviendront directement aux producteurs, dans le but d'améliorer la productivité agricole, tant pour les filières vivrières et maraîchères que les filières de rente. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, cette coopération s'est nouée au plus haut niveau, avec l'engagement personnel des deux chefs d'État. Aujourd'hui et en très peu de temps, nous avons vu la concrétisation de ces engagements, de cette volonté politique manifestée par nos deux chefs d'État. Comme je le disais, nous nous réjouissons de cette coopération sud-sud, de cette coopération entre pays africains, mais aussi de cette coopération dans le secteur rural, puisque notre pays est un pays avant tout rural. Au regard du nombre de Guinéens qui travaillent dans ce secteur. Donc nous nous réjouissons d'être là aujourd'hui pour accueillir ce premier chargement. L'Office chérifien des phosphates, OCP, s'est engagé en février 2017 lors de la visite officielle de Sa Majesté le roi Mohamed VI à satisfaire l'approvisionnement du pays en engrais dans le cadre d'un protocole d'accord qui inclut le don de 20 000 tonnes parmi les 100 000 tonnes attendues. Malik, on peut parler d'une coopération intra-africaine réussie ? Oui, c'est cette volonté du Maroc justement d'accentuer sa coopération sud-sud après je dirais, se détourner de l'Union européenne, parce que le Maroc était très dirigé vers l'Union européenne, notamment dans ses échanges commerciaux. C'est une démarche positive. Le Maroc a beaucoup apporté en expérience à des pays de la bande subsaharienne, notamment dans le volet agricole. Et comme le reportage l'a cité ici, la Guinée est un pays agricole, majoritairement agricole. La sécurité alimentaire, on en parlait tout à l'heure, c'est très important pour permettre le développement économique. Si vous n'arrivez pas à satisfaire les besoins alimentaires d'une population, vous ne pouvez pas vous développer, parce que l'agriculture, c'est la pierre angulaire du développement. Donc des intrants et des engrais de qualité, c'est nécessaire. Après, il y a toujours cette polémique sur la provenance du phosphate, parce que vous savez qu'au Maroc, les lieux de production de phosphate sont divers, et certains sont situés au Sahara occidental, et il y a toujours cette polémique qui est d'actualité. Mais sur le plan de la coopération, c'est une bonne nouvelle. Le Maroc poursuit son offensive en Afrique de l'Ouest notamment, et son intégration, sa volonté de s'intégrer justement au marché économique, notamment de la CEDEAO, pourrait justement lui ouvrir d'autres portes. Même si actuellement il y a un statut d'adhérent privilégié plutôt qu'une intégration directe à la CEDEAO qui est en cours de discussion. Patrick Boyo, que vous inspire cette coopération entre le Maroc et la Guinée? Au départ, il y a la question de l'autodétermination du Sahara occidental qui est pendant, puisque le Maroc avait claqué la porte de l'Union africaine il y a une vingtaine d'années, plus que ça même, et s'était même tourné vers l'Union européenne, parce que le Maroc avait déposé une demande formelle d'adhésion à l'Union européenne, ce qui n'a jamais été pris au sérieux en réalité. En décembre 2015, la Cour de justice de l'Union européenne avait rendu un arrêt pour annuler
un partenariat qui a été signé entre le Conseil de l'Union européenne et le Royaume du Maroc pour certains produits, pour des échanges agricoles. Et il s'est trouvé que le Front Polisario a fait un appel, a introduit une action en justice auprès de la Cour de justice de l'Union européenne pour annuler justement cet accord parce que au départ, sur le plan international, le Sahara occidental n'est pas considéré comme un territoire marocain. C'est un territoire étatisé, c'est un territoire non autonome qui est appelé à être, soit devenir un État ou se rattacher carrément au Maroc, puisque ce n'est pas dit qu'il doit devenir forcément un État. Donc on est buté à ce problème de référendum. Alors le Front Polisario soulevant une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne par rapport au partenariat entre l'Union européenne et l'État d'Israël. Ce partenariat prévoit justement que l'État d'Israël ne peut pas importer sur le territoire de l'Union européenne des marchandises dont les produits, dont les matières premières sortent des territoires occupés, des territoires palestiniens. Donc c'est justement pour respecter le principe de l'inadmissibilité de l'acquisition des terres par la force qui a été consacrée par les Nations Unies et notamment l'Assemblée générale par une résolution de 1974. Donc il s'agit justement de ce problème-là qui est au centre, voyant que l'accord a été annulé, même si la Chambre d'appel de la Cour de justice de l'Union européenne a en décembre dernier annulé la première décision, mais la Cour de justice de l'Union européenne, pardon, le Conseil de l'Union européenne a du mal à se relancer parce que si le Conseil de l'Union européenne se relance, certains Sahraouis qui ont adopté aussi la nationalité de certains États, qui ont peut-être la double nationalité, je ne sais pas, peuvent aussi déposer plainte cette fois-ci devant la Cour la CEDH, la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Donc la Cour européenne des droits de l'homme, voilà, sur base de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Donc c'est justement le problème du Sahara occidental qui est au cœur de ce volte-face de la diplomatie marocaine qui se retourne vers l'Afrique. Parce que la situation n'a pas changé. L'Union africaine reconnaît toujours le Sahara occidental comme un État, ce que le Maroc ne voulait pas du tout admettre au départ. Et c'est pour cela que vous voyez un petit peu la réticence du Nigeria, de certaines grandes puissances africaines comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, lors du retour du Maroc dans les giron africains, parce qu'ils se sont dit en réalité le Maroc revient pour des visées économiques. Ce que le Maroc ne peut plus exporté sur le territoire de l'Union européenne, il veut maintenant le déverser sur l'Afrique en commençant par le CEDEAO, mais aussi occuper un terrain qui a été largement abandonné ou laissé par la Libye de Kadhafi, parce que la Libye de Kadhafi aussi s'est portée un petit peu en leader économique de cette zone, qui est le Maroc. Le royaume chérifien veut maintenant récupérer ce terrain laissé un petit peu à l'abandon par la Libye de Kadhafi. Merci. Dans l'actualité également, au Sénégal, le nouveau parc industriel de Diamniadio, situé à une trentaine de kilomètres de Dakar, se tourne vers les entreprises chinoises. D'un coût total de 85 milliards de francs CFA, ce parc a pour objectif de relancer le secteur manufacturier du pays par l'ouverture de nouveaux investisseurs. Clément Joël soit là. Le nouveau parc industriel de Diamniadio au Sénégal accueillera bientôt ses premiers occupants, avec pour objectif de rebooster le secteur manufacturier et créer une alternative à Sodida, la principale zone industrielle située en zone urbaine dakaroise. Le parc industriel de Diamniadio sera l'un des plus grands pôles industriels du pays. Sa construction est financée à hauteur de 85 milliards de francs CFA. Les autorités sénégalaises se tournent vers les entreprises chinoises pour faire de ce parc une référence industrielle en Afrique de l'Ouest. Avec l'expérience de la Chine, nous savons qu'il y a aujourd'hui une saturation, disons, des productions industrielles en Chine, mais surtout également une augmentation du coût de la main-d'œuvre. Et même les Chinois sont en train aujourd'hui, comme l'ont fait les Européens, de s'expatrier, d'aller ailleurs. La position géostratégique du Sénégal le rend très attractif aux yeux des investisseurs internationaux. L'État sénégalais a pour ambition de positionner le pays dans le secteur manufacturier ouest-africain, aux côtés de pays comme le Ghana et le Nigeria. Nous avons déjà reçu beaucoup de sollicitations d'entreprises européennes, africaines, donc sénégalaises, américaines et asiatiques, qui souhaitent délocaliser leurs activités ici au niveau de Dakar. Et certainement, c'est dû au fait que Dakar a une position géographique très intéressante, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Dakar est à 7 heures des États-Unis, Dakar est à 5 heures pratiquement même de l'Europe, et également à moins de 5 heures de l'Amérique du Sud. Sans compter également l'opportunité que Dakar offre pour le inland de l'Afrique. Les analystes estiment qu'entre 5 et 10 pays africains verront leur secteur industriel décoller au cours de la prochaine décennie.
En 2016, le Sénégal comptait 1270 entreprises, dont seulement 80 grandes entreprises. Le projet du parc industriel de Diamniadio est une étape décisive du processus d'industrialisation du pays. Candide Okeke, Diamniadio, c'est un projet ambitieux au Sénégal. Les premiers occupants seront des sociétés chinoises. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je pense qu'ils ont fait des choix en fonction de leurs priorités et ce que je retiens surtout, c'est l'effort qui est fait pour promouvoir le potentiel africain. Et je pense qu'au moment où on arrive à une période où on a des pays qui parlent d'American First, l'Union européenne qui quand même est bien centrée sur les pays européens, etc. Si les pays africains trouvent des partenaires en fonction de leurs priorités, en fonction de ce qui est important pour eux pour promouvoir leur économie, je pense que ce sont des choses à encourager. Pourquoi pas? Les Chinois sont des partenaires aussi comme d'autres, du moment que le Sénégal s'y retrouve. Donc voilà, je pense que en tout cas c'est un bel effort pour promouvoir l'économie locale. En tout cas, j'appuie. Mali, qu'est-ce que vous pensez du fait que ce soit des sociétés chinoises qui s'installent en premier dans ce parc industriel ? Déjà, la Chine, c'est un partenaire comme un autre. On critique souvent la Chine. Bien sûr, la Chine s'intéresse à l'Afrique depuis longtemps et les pays européens et les autres ont suivi derrière parce qu'ils ont vu que les capacités des entreprises chinoises à flairer les bons marchés, justement à être productives, ont, entre guillemets, entrouvert le chemin des marchés importants. Les marchés les plus dynamiques se trouvent en Afrique subsaharienne. C'est là où les taux de croissance sont le plus importants et les Chinois l'ont très bien compris. Vous savez, il y a des normes qui sont très restrictives dans l'Union européenne. Et certains pays africains ne peuvent pas pénétrer les marchés européens parce que ces normes sont tellement restrictives qu'aucun produit ne peut correspondre justement aux critères de qualité. Et ces produits-là peuvent par exemple être exportés ailleurs. Là, on parle des produits manufacturés, mais on peut parler par exemple des produits agricoles. Il faut par exemple qu'un produit agricole, africain, pour qu'il puisse rentrer dans l'Union européenne, que le laboratoire d'analyse européen valide justement la qualité du produit agricole africain, alors que ce n'est pas forcément le cas de l'autre côté. C'est-à-dire que les pays africains n'imposent pas forcément aux pays européens d'avoir recours à leurs laboratoires locaux pour savoir si la qualité du produit est effective ou pas. Et je pense que les Chinois ont des contraintes moins fortes et c'est pour ça aussi qu'ils arrivent justement à attirer ces pays-là. Et puis il y a aussi un développement qui est plus sur le long terme avec les entreprises chinoises, qui n'est pas forcément le cas avec les entreprises européennes qui sont souvent sur le court-termisme. Patrick Boyo, rapidement, quel regard portez-vous sur ce type de projet, le parc industriel de Diamniadio ? Ce sont des projets à long terme, mais à impact immédiat. Ça s'inscrit dans ce qu'on appelle le projet de croissance inclusive, parce que votre éditorialiste a parlé à juste titre de la croissance africaine, la croissance de certains pays africains qui est parfois pas faramineuse, et ça frise parfois l'insolence par rapport à d'autres pays assez développés qui n'arrivent pas à réaliser ces genres de croissance à 2 chiffres. Mais le comble, c'est que cette croissance n'est pas inclusive. Et le Sénégal a compris un système, a compris la notion justement de cette croissance inclusive en faisant des projets structurants à long terme, mais avec des impacts immédiats. J'ai rédigé un livre sur les clauses sociales dans les marchés publics. Je connais assez bien la matière des marchés publics qui s'harmonisent depuis les ordonnances, les directives marchés publics de 2014, que je voulais dire. Donc le droit des marchés publics est assez homogène sur le plan de l'Union européenne et ce marché est de plus en plus restrictif pour les pays africains par rapport à la Chine. Et c'est une erreur pour les Européens qui sont en train de perdre beaucoup de débouchés en harmonisant des règles qui ne permettent pas à leurs entreprises d'être compétitives en dehors du cadre européen. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. La dette extérieure de l'Égypte a atteint 67,3 milliards de dollars fin décembre 2016, soit une hausse semestrielle d'environ 20,7%. Une hausse due à l'augmentation de l'utilisation nette des prêts et des crédits, mais aussi à la dépréciation de certaines devises étrangères face au dollar américain qui a fait augmenter les dettes libellées en monnaies étrangères.
Malik, c'est inquiétant cette hausse de la dette extérieure pour l'Égypte? C'est inquiétant, une hausse de l'endettement extérieur, ce n'est jamais bon, sachant que l'Égypte a du mal justement à redémarrer après les contre-coups de la révolte populaire de 2011. L'économie égyptienne, qui est à la base, qui a attiré beaucoup d'investisseurs étrangers, est obligée notamment de se tourner vers les investisseurs du Golfe. On a vu les conférences qui se sont suivies au Caire et à Sharm el-Sheikh, justement pour attirer les investisseurs du Golfe. Alors, il faut que cette économie redémarre, mais ce qui conditionne ce redressement de l'économie, c'est la sécurité. Et vous savez bien que dans la psychologie, par exemple, des touristes, parce que le tourisme est un poste important dans l'économie tunisienne, il est difficile de faire revenir une manne financière aussi rapidement après les bouleversements qui se sont produits dans la région. Mais voilà, au-delà des considérations qu'on peut avoir pour la politique du président Al-Sisi, il faut dire qu'il y a une volonté de redresser le pays et qu'il y a une volonté de rationaliser les dépenses publiques. Malheureusement, il y a un choix à faire, c'est-à-dire soit on rationalise pour préserver les équilibres économiques, mais en même temps on impacte une partie de la population. C'est très difficile pour l'Égypte de manier le côté social et le côté économique sans justement répercuter les hausses, par exemple, des prix sur la population, les hausses des denrées les plus élémentaires. Donc voilà, ce qu'il faut espérer, c'est que ce pays redémarre de nouveau et qui puisse justement être un acteur incontournable. Ça l'est déjà sur d'autres plans, mais économique, ça peut l'être. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 3e volet de cette semaine consacré aux défis politiques de la République démocratique du Congo. Candide Okeke, merci d'avoir été avec nous. Patrick Boyo, merci d'avoir été là. Je rappelle vos ouvrages, les clauses sociales dans les marchés publics et également le chapitre représentation et représentativité au Sénat dans l'ouvrage collectif intitulé représentation et représentativité dans les institutions françaises. Merci. Et Malik, merci également. Merci à vous Fanny, un plaisir d'avoir été parmi vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.